Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 14 décembre pour l'Advent of Cyber du jour et aujourd'hui on va parler de machine learning. Alors, je vais essayer d'être le plus, enfin d'expliquer le mieux possible, mais c'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse et j'ai absolument zéro compétence là-dedans. Du coup, je vais essayer quand même de vous expliquer rapidement ce qui se passe, mais n'hésitez pas à aller faire des recherches de votre côté et même, je sais pas, me poser des questions dans les commentaires ou quoi que ce soit. J'irai peut-être faire des recherches aussi pour vous répondre correctement, mais sachez que des erreurs peuvent être dites. Et voilà. Donc on est parti, on va voir vite fait ce que c'est que le machine learning, les différentes structures et algorithmes qui peuvent être utilisés, et ensuite utiliser un réseau de neurones pour prédire si des jouets sont défectueux ou pas. Donc pour ça, on va utiliser Python et on va voir juste après. Donc, on start la machine comme à chaque fois. On peut avoir accès directement via la split view. Moi, je l'ai mise dans un nouvel écran, enfin dans un nouvel onglet pour pas que ça me prenne trop de place sur l'écran. Et voilà. Donc ici, on nous dit que il y a différents. Alors évidemment, l'intelligence artificielle a gagné du terrain depuis quelques années déjà, notamment avec ChatGPT, voilà, bidule. Ensuite, on nous dit qu'il y a différentes structures de machine learning. Il y a la première, c'est l'algorithme génétique. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la sélection naturelle et de l'évolution, c'est-à-dire que à chaque nouvelle itération, il va y avoir potentiellement des mutations qui vont se faire sur les membres, enfin sur les membres, sur les données, et à chaque fois, c'est la donnée qui est la plus forte qui le remporte, et les autres sont éliminés. Donc quand on dit la donnée la plus forte, souvent, qu'est-ce que c'est? C'est celle avec le moins d'erreurs. Donc voilà. Il y a aussi au niveau des particules, donc un essaim de particules. Là, cette fois-ci, c'est plus le process de comment, par exemple, les oiseaux font pour voler ensemble. Vous savez, quand il y a un nuage d'oiseaux, comment ils se déplacent? Eh bien, ici, la structure de machine learning va essayer de se rapprocher de ça. Et en fait, on va essayer de faire emmener tout le groupe de points vers la solution. Et à la fin, celui qui est le plus connu, c'est le réseau de neurones qui en fait va faire comme si c'était, comme son nom l'indique, un réseau de neurones comme ça fonctionne dans notre cerveau. C'est-à-dire on va voir après, mais il y a différentes couches. Et pour chaque couche, tous les nœuds de ces couches sont liés aux nœuds de la prochaine couche, et ainsi de suite. Et du coup, ça fait un réseau vraiment très complexe, mais ultra puissant. Et on verra par l'exemple après. Et il y a différents styles d'apprentissage. Donc là, on a vu les structures, et pour chacune de ces structures, on peut avoir le choix entre deux styles d'apprentissage. Soit on appelle ça l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que, ok, on donne un objectif à la structure de machine learning, on lui dit, ok, il faut que tu arrives à ça, il va y avoir une itération, à la fin de l'itération, on regarde le résultat, où est-ce qu'il est arrivé par rapport à où est-ce qu'il devrait, où est-ce qu'il devrait être, et on lui dit, ok, il faudrait que tu changes un petit peu ça, il faudrait que tu améliores ça, que tu fasses moins de ça, plus de ça, ainsi de suite. Il recommence, il redonne un résultat. Est-ce qu'il est proche de la réalité? Oui, non, on lui redonne des astuces pour que, enfin, on lui re-règle un petit peu ses données pour qu'il puisse faire de son mieux pour atteindre l'objectif final. Donc ça, c'est supervisé. On lui dit quoi faire. Et contrairement à ça, on a l'apprentissage non supervisé, où lui, c'est vraiment, on lui dit, ok, bah t'as le champ libre, démerde-toi, juste je te balance les données et essaie toi-même de découvrir quelles sont les techniques les plus appropriées pour obtenir les meilleures informations. Et on lui dit même pas, ah tiens, là ici c'est intéressant ce que tu as fait. On laisse au réseau de neurones faire, enfin plutôt le machine learning. Alors je sais pas si c'est indiqué. euh, je crois qu'en fait, les deux là, les learning styles, c'est uniquement pour le réseau de neurones. J'ai peut-être dit une bêtise au début pour dire que c'était pour chacune des choses. En tout cas, c'est sûr que ça marche pour le réseau de neurones. Je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour les deux autres. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le plus long, mais également le plus puissant parce que ça permet de faire des trucs que les humains ne peuvent pas faire. Par exemple, faire de la classification de données assez complexe, tout ça. Donc ça, les humains ne peuvent pas faire. Donc c'est vraiment important de réussir à faire apprendre à une intelligence artificielle via l'apprentissage non supervisé. Ici, c'est structure basique de comment ça s'organise, une structure de neurones. Ici, on a des entrées, enfin on a des éléments qu'on veut calculer. Donc là, par exemple, c'est toujours, encore une fois, c'est savoir au niveau des jouets pour savoir s'ils sont défectueux. Donc, en entrée, on a le poids, enfin on a la taille, on a la largeur, on a la longueur,
on a les variables de couleur, on a carte d'identité, donc maker, donc celui qui l'a fait et celui qui vérifie. Et donc ça, on va les convertir parce que le réseau de neurones, il connaît pas ça, il sait pas ce que c'est qu'une taille. Du coup, on va avant de rentrer en input, on va convertir tout ça, on appelle ça formaliser. Je crois que c'est le nom, hein. Input layer, formalize, je crois que c'est après qu'on voit ça. Non, c'est pas après. J'ai dû le passer. Alors attendez, où est-ce qu'il l'explique? C'est peut-être encore après. Voilà, non, c'est normalisé, c'est pas formalisé, c'est normalisé. Donc on va normaliser les entrées pour les rendre reconnaissables, accessibles au réseau. On les passe en entrée, donc chaque entrée correspond à une donnée qu'on avait avant. Ici, on a ce qu'ils appellent ce qui est caché, donc le réseau caché. Donc là, il va se passer des trucs, on sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais il se passe des choses. Et à la fin de notre réponse, est-ce que finalement, grâce à toutes les entrées qu'on a données, est-ce que notre jouet est défectueux ou pas? Donc ici, c'est ce que j'ai dit, input layer, donc c'est l'entrée à chaque fois. Donc on a comment ça s'appelle un élément en entrée qu'on va normaliser pour mettre un input. Là. Donc pour chaque entrée, il y a un input différent. Output, c'est le résultat qu'on a. Et hidden layer, c'est en gros ce qui va se passer à l'intérieur. Deep Neural Network, voilà, il va se passer des choses, on ne sait pas trop. Mais chaque nœud va recevoir des inputs multiples. Donc on peut voir que ici, le premier, en fait, chaque nœud d'input va se connecter à un seul nœud. Donc on peut voir que lui se connecte à lui, à lui, à lui, ainsi de suite. Que lui, de nouveau, il se connecte à lui, à lui, à lui. Donc on peut voir qu'à chaque fois, c'est démultiplié. Et plus on a de réseaux, plus ça va être complexe, mais plus il va être puissant. Et ici, c'est un exemple de ce qui se passe. Donc ici, on va normaliser. C'est-à-dire qu'on va appliquer un poids dessus sur l'input pour dire, ok, plus ou moins important. Plus ce sera proche de 1, plus ce sera important. Plus ce sera proche de 0, moins ce sera important. Donc là, ils nous disent que les inputs ne sont pas directement ajoutés, mais ils sont multipliés par rapport à un poids pour lui donner une valeur. Donc on peut voir que lui a une valeur beaucoup plus, parce que 83 est beaucoup plus intéressant que celui-là. Donc ça permet voilà, de donner à peu près une tendance de quelles valeurs vont être plus utilisées que d'autres. Et ensuite, à la fin, ce qu'on fait, c'est que bon, on applique le poids dessus, ça nous donne une valeur, on ajoute toutes les valeurs ensemble, on ressort une valeur totale, on applique une fonction, donc je crois que c'est tangente arctange, arcton, je sais plus, et ça nous donne derrière un pourcentage, alors pas forcément un pourcentage, mais un taux, enfin, c'est pas forcément un taux, mais c'est un nombre entre 0 et 1. 0, c'est que le résultat est vraiment pas bon, et 1, c'est qu'on est presque sûr de la solution. Là, il y a une autre possibilité également, ça s'appelle le feed forward loop. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est on va balancer nos informations comme on avait juste avant, et on va regarder à la fin comment ça ressort. Donc on va dire que c'est le classique. Donc at this point, we stop training. Donc là, en fait, ici, c'est que on a fait la partie training juste avant, donc on a donné des entrées pour revoir des sorties, machin bidule, on l'a entraîné. Et une fois que comment s'appelle, notre réseau est entraîné, qui sait reconnaître les choses, il sait les manipuler, tout ça, on va lui dire, ok, je veux plus que tu fasses du training, mais je vais juste te donner vraiment, cette fois-ci, en entrée, quelque chose de réel. Et je veux que tu me retournes la sortie. Donc, on lui donne l'entrée, il va juste appliquer les fonctions et tout ce qu'il a appris jusque-là, paf, 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 et à la fin, il nous retourne la solution. Donc là, on peut voir que la solution était 0,49, il met ça à l'entier le plus faible, donc c'est 0 ou 1. Est-ce que c'est défectueux 0 ou pas défectueux 1? C'est 0,49, c'est plus proche de 0, du coup on arrondit à 0, et du coup c'est défectueux. Voilà comment, en ayant entraîné au début un réseau de neurones pour savoir si un jouet était défectueux ou pas, avec plein de jouets, plein d'entrées, des centaines, des milliers, des millions d'entrées, eh ben, on l'a entraîné et ensuite à la fin on lui donne juste le résultat, enfin une entrée spécifique pour laquelle on veut connaître le résultat et il va nous donner si c'est bon ou pas. Là c'est exactement ce qu'il nous dit ici. Il y a également le principe de backpropagation. Donc c'est là lorsqu'on est donc là on l'a entraîné machin bidule, on lui donne la réponse, enfin on lui demande, et une fois qu'il nous a donné la réponse, on va vérifier est-ce que c'était vraiment la bonne chose par rapport à ce qu'on t'a envoyé. Donc là, on lui avait demandé s'il était défectueux. Normalement, on est censé ne pas être défectueux. Là, on peut voir que c'était bon.
Du coup, on met à jour pour update le truc. Alors, je vais pas vous mentir que ça, j'ai pas extrêmement compris. C'est vraiment surtout pour vérifier par rapport à ce qu'on nous avait donné à la base. Est-ce que le résultat est vraiment ce qu'on a appris? Et si c'est pas le cas, eh ben, on va un petit peu mettre à jour les poids pour qu'on ait la bonne réponse la prochaine fois. Et ici, on va partir du coup sur du Python. Donc, bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, c'est vraiment pas intéressant, surtout que normalement on est censé, vous montrer là, on est censé modifier normalement le fichier, sauf qu'en gros ils nous disent, oh, insérez le code ici. En fait, le code ici, c'est le code là que tu copies-colles, et à la fin, tu lances le programme. Donc, on rentrera peut-être pas dans la globalité de la chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qu'on fait là, donc on va utiliser évidemment un réseau de neurones, et ce qu'on fait ici, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait écrit juste avant. D'ailleurs, je crois que là, ils ont fait une petite faute. Test.csv au lieu de datatest, mais on ne leur en veut pas. Et donc, en fait, on va au début lire les données pour entraîner notre réseau de neurones. On va ensuite lire les données pour tester, voir si on a bien les bons résultats. Et ensuite, voilà, c'est ici, on va normaliser les informations. C'est-à-dire que, alors c'est ici, vous voyez, on a des couleurs. On veut prédire des couleurs. Sauf que le problème, c'est que nous, on lit des chaînes de caractères, rouge, bleu, vert, jaune, machin bidule. Sauf que lui, le réseau de neurones, il connaît pas ça. Il connaît pas, il sait pas ce que c'est jaune. Du coup, on va lui donner des nombres. Et c'est pour ça qu'en fait, on va convertir ici nos couleurs en nombres, en données qui peuvent être visibles, enfin que le réseau va reconnaître. Du coup, ça c'est la partie normalisation. Ensuite, on read les data qu'on veut train. On crée tous les datasets. Bon, on normalise les datas, voilà, bidule. Ensuite, on l'entraîne. Une fois qu'on l'a entraîné, on vérifie. Voilà, on valide. À la fin, on dit ce qui était correct, ce qui n'était pas correct. Et à la fin, on donne le résultat global. Et si on l'exécute, ça donne quelque chose comme ça. Donc, je peux vous montrer exactement. Donc là, on a les données. Est-ce que c'est défectueux? Ensuite, on normalise. Hop, hop, hop. Donc là, c'est un sample. Hein. D'ailleurs, ils ont oublié un L encore une fois, mais bref. Le réseau de neurones de base, avant, donc là, on a converti en couleur. On normalise. Est-ce que c'est défectueux? Oui, non. Ensuite, on commence à train. Donc là, tout ce il avait 18 000 valeurs de bonnes pour 1700 qui n'étaient pas bonnes après le training. Donc là ça, le training il se fait juste ici. Et une fois qu'il a été train, voilà, on valide. Et là, du coup, on va lui repasser une valeur comme on avait vu juste avant la validation avec les éclairs là dans le. Alors c'était. Ouais, c'est basic structure. C'était ici. Hop. Là, on a fait la normalisation, on a fait l'input, on la train, et après là, la validation, donc ce qu'on fait ici, training and be completed, validating, juste cette ligne-là, en fait, c'est ça. C'est on va lui envoyer une dernière valeur pour vérifier que il s'est bien entraîné, et normalement, on ressort le résultat qui est de 91%, donc notre réseau est précis à 91%. Normalement, une fois qu'on a fait ça, on se rend sur le site web, on sélectionne notre fichier de sortie qui s'appelle prediction.txt, on upload, et si on a eu notre réseau, c'est aussi bien, enfin, si notre réseau s'est entraîné de la bonne manière, et qu'on a une précision assez haute, et ben, il nous donne le flag. Et une fois qu'on a le flag, on peut aller le mettre tout en bas, et on a terminé la room. Alors vous voyez que j'ai déjà répondu aux questions, mais bon, c'était juste ce qu'il fallait juste relire correctement les énoncés qui nous disaient normalement on avait tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, le machine learning, vraiment, c'est pas mon domaine de prédilection, j'y connais pas grand chose, voire même rien du tout. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu le fonctionnement, comment ça fonctionne, même si on rentre pas énormément dans les détails. Évidemment, il nous disait, tout à la fin, il y avait un petit paragraphe qui nous disait les applications qu'on pouvait utiliser avec le machine learning dans la cybersécurité. Donc là, il nous disait que potentiellement, pour tout ce qui était détection, c'était vraiment fort. Voilà, pour détecter les anomalies, c'était bon. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'évidemment, le machine learning, c'est comme des humains, c'est pas tout le temps parfait, et du coup, on peut pas être sûr à 100% des valeurs dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve demain pour une prochaine. Allez, bye bye.